Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Alors, je suis Yahya Sissé Abdelhafiz, ingénieur Cloud et DevOps chez BeOpenIT. Et je vais faire cette présentation avec mon collègue Ali Hassan Ayugil, donc lui aussi ingénieur Cloud et DevOps chez BeOpenIT. Donc, merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et donc, on espère que la présentation vous sera utile. Donc, comme je l'ai dit, donc la présentation va porter sur Istio et plus particulièrement ce qu'il faut prendre en compte pour la production. Donc, pour ce faire, nous allons suivre le programme suivant. Donc, d'abord, nous allons faire un overview donc sur Istio. Donc, c'est quoi Istio? C'est quoi les services mesh? C'est quoi l'architecture microservice? Et après, on va parler donc du sujet qui nous intéresse, donc Istio en production, donc à travers un ensemble d'éléments importants donc pour mettre en place Istio. Et puis, on va finir par une conclusion et on aura une séance de questions-réponses. Donc, pour les questions-réponses, n'hésitez pas, enfin les questions, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure dans le chat. Comme ça, à la fin, on aura les questions. Alors, donc, architecture microservice. Donc, c'est quoi l'architecture microservice? Par opposition à l'architecture monolithique dans laquelle on a un gros composant qui contient donc voilà, toute la partie user interface, la partie business logic, etc. Donc, un gros bloc de code avec voilà, tous les composants de notre application. Donc, dans l'architecture monolithique, on a donc subdivisé donc, cette grosse application en petits composants, donc des microservices, comme on les appelle. Et puis, donc, par exemple, on a un microservice pour la partie user interface, un microservice ou un ensemble de microservices pour tout ce qui est business logic. Et donc, si un microservice a besoin d'une base de données, il peut soit avoir sa propre base de données, ou on pourrait imaginer une architecture dans laquelle on a une base de données pour toute l'application et on a un seul microservice qui est en frontal de cette base de données et les autres microservices vont passer par ce microservice qui est en frontal pour accéder à la base de données. Donc, on a cette flexibilité-là avec l'architecture microservice qu'on n'a pas forcément avec l'architecture monolithique. Donc, cette architecture, elle a plein d'avantages, donc de l'agilité. Elle permet aussi donc d'avoir une diversité en termes de technologie. Pourquoi? Parce que donc, comme chaque microservice, c'est une application, donc, on peut dire qu'on va voilà, utiliser un certain langage de programmation pour un microservice et un autre langage pour un autre microservice, etc. Donc, on a cette flexibilité-là aussi. Donc, on a une rapidité en termes de déploiement et de test. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de déployer un microservice, donc une petite application, que de déployer un gros bloc, donc une grosse application. Et on a tout ce qui est isolation de défauts, évolutivité. Pourquoi? Parce que donc c'est plus simple de gérer en termes de panne quand il y a une panne au niveau d'un microservice. L'application en elle-même ne sera pas forcément impactée, surtout si on a une bonne gestion de panne ou de défaut. Donc, si on met en place une politique de gestion de panne, un microservice tombe, les autres microservices, ils continuent de tourner et l'application, elle est résiliente. Donc, en termes d'évolutivité, c'est plus facile de déployer ou de faire évoluer un microservice que de faire évoluer une grosse application. Et donc, cette approche ou cette architecture est vraiment orientée cloud parce qu'elle nous permet de profiter de toutes les fonctionnalités que nous apporte le cloud en termes d'automatisation, de déploiement, gestion de ressources et tout ce qui est scaling, etc. Donc, beaucoup d'avantages, mais pas que. On peut dire que cette architecture, elle n'a pas forcément des inconvénients, mais on peut les appeler des challenges. Pourquoi? Parce que si on se retrouve avec une centaine ou des milliers de microservices, donc on gagne en complexité et en plus on a donc plus d'échanges plus d'échanges sur le réseau. Pourquoi? Parce que les applications, elles ont besoin de communiquer entre elles. Donc les microservices ont besoin de communiquer entre eux et du coup ces communications se font à travers le réseau. Donc on consomme beaucoup plus de bandes passantes. Et donc si on a des problèmes de performance ou des problèmes de latence réseau, donc notre application sera fortement impactée.
Et puis, on a aussi plus de problèmes en termes d'exploitabilité. Pourquoi? Parce que on a beaucoup plus de services à monitorer, etc. Donc, c'est quoi un service mesh? Donc, vous l'aurez peut-être deviné ou vous le savez déjà. Donc, un service mesh, c'est un peu la solution ou la réponse aux différentes problématiques et challenges qui nous sont posés par l'architecture microservice. Donc, c'est quoi un service mesh? Donc, sur cette figure, sur cette image, on voit un ensemble de services comme on l'a vu donc, dans l'architecture monolithique. Ces services, ils doivent communiquer entre eux. Et donc, si on déploie ces services dans un service mesh, ce qui va se passer, c'est que le service mesh va rajouter un composant qu'on appelle le sidecar, donc comme un sidecar de moto, qui va s'exécuter donc à côté de, on va dire à côté de notre microservice. Donc c'est un composant vraiment indépendant, mais qui s'exécute à côté de notre microservice. Et toutes les communications, donc tout le trafic, toutes les communications qui arrivent ou qui partent de notre microservice vont passer par ce sidecar-là. Donc, comme on le voit ici, donc ces microservices, ils ont des sidecars, ils communiquent entre eux. Donc, on a une sorte de réseau de microservices et c'est exactement ça, le service mesh. C'est donc littéralement, c'est un maillage de services ou un réseau de services, en gros. Et donc, une autre définition, c'est voilà, un service mesh, c'est un outil d'infrastructure ou un ensemble d'outils d'infrastructure qui permettent de gérer la communication entre microservices. Donc, comme on l'a vu, donc tout est géré au niveau de l'infra. Donc, le sidecar, il est rajouté par le service mesh, donc par l'infrastructure. Et donc, le développeur qui développe son microservice, il n'a pas de ligne de code à rajouter pour gérer tout ce qui est communication entre microservices. Alors, donc, pour récapituler, donc, on a les microservices avec les différents challenges, communication, complexité, etc. Donc, avec l'arrivée des conteneurs et des orchestrateurs de conteneurs, en l'occurrence Kubernetes, on a pu résoudre un certain nombre de challenges en termes d'orchestration, en termes d'automatisation, de déploiement, etc. Et on a eu aussi des fonctionnalités telles que les sidecars, donc qui sont venus avec les orchestrateurs de conteneurs et les conteneurs. Donc, le service mesh, il se base donc sur ces fonctionnalités-là pour nous apporter des services de gestion de communication entre les microservices, sécurisation de nos microservices et monitoring. Alors, maintenant on a parlé, on va dire, des prérequis, on va donc rentrer dans le vif du sujet et on va commencer donc par Istio. Istio, c'est quoi? Donc, vous le savez probablement déjà ou vous l'aurez peut-être deviné. Donc, c'est un service mesh. Un service, en tant que service mesh, il nous offre des services tels que la gestion de la communication, la sécurisation, etc., à travers des fonctionnalités telles que le service discovery ou encore le load balancing. Donc, des services aussi tels que l'authentification entre les différentes applications, donc pour tout ce qui est sécurité, etc. Donc, la gestion de panne, donc, dont on a parlé précédemment. Tout ce qui est observabilité, donc monitoring de nos microservices. Et il nous offre aussi des fonctionnalités un peu plus complexes, donc en termes de stratégie de déploiement avancée, donc tout ce qui est A/B testing, Canary, tout ce qui est access control, donc gestion de policy pour dire tel microservice a le droit de communiquer avec tel microservice, etc. Et tout ce qui est authentification end-to-end. Bon. En termes d'architecture, donc ça c'est, on va dire, un schéma qui correspond à l'architecture d'Istio pour la version 1.4.6. Donc, cette architecture, elle est assez classique, on va dire, dans le monde du service mesh. Donc, les autres services mesh, autres qu'Istio, ils ont à peu près cette même architecture, donc qui est en deux parties. Une partie control plan et une partie data plan. Donc, le control plan, c'est la partie où donc, le cerveau qui permet de contrôler notre service mesh. Et le data plan, donc, c'est la partie du haut, voilà, qui contient donc nos microservices avec les différents sidecars. Donc, vous l'aurez peut-être remarqué, Istio, donc lui aussi, il est en mode microservice. Donc, il a un microservice pour gérer la partie
configuration des proxys, donc qui s'appelle Pilote. Il y a un autre microservice qui gère toute la partie authentification, chiffrement, etc. via TLS, donc Citadel. Et il y a un autre microservice, donc Galet, qui permet de configurer les autres composants d'Istio. Donc c'est lui qui récupère les confs qui sont envoyés par les utilisateurs et il les propage aux autres composants d'Istio. On a donc Mixer, qui est un composant aussi qui est présent jusqu'à la version 1.4.6 d'Istio, qui lui permet de gérer tout ce qui est policy et télémétrie. Donc, tout ce qui est monitoring et policy d'accès, donc quel service a le droit d'accéder à quel service. Donc, pour la partie data plan, c'est donc le composant le plus important, donc le sidecar, c'est Envoy. Donc Envoy, c'est un proxy, le proxy utilisé par Istio, donc un proxy comme Nginx ou HAProxy. Et c'est donc lui qui va gérer toutes les communications de nos différents microservices. Alors, donc en production, donc maintenant qu'on a vu Istio, comment il fonctionne, etc., donc on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en production avec Istio. Donc ici, on a essayé de recenser un ensemble d'éléments. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, mais pour nous, ça constitue, on va dire, une base suffisante pour aller en prod avec Istio. Donc, ces éléments-là, donc en termes de performance, donc performance du contrôle plan, donc du cerveau qui va contrôler notre service mesh, le data plan, donc les sidecars et nos microservices. En termes de scaling, donc tout ce qui est scaling du control plan, donc des composants qui vont gérer notre mesh, donc en fonction de la charge, en fonction du nombre de microservices à gérer. La partie monitoring et tracing, donc comment on monitore nos différents microservices, notre cerveau, donc notre control plan, etc. Et la partie sécurité, donc comment on va sécuriser nos microservices et bien sûr l'infrastructure. Donc en termes de performance, donc on associe beaucoup la performance aux ressources consommées. Pourquoi? Parce que donc, par exemple, à travers les chiffres qu'on a ici, donc, sur cette slide, donc ces chiffres ils correspondent aussi à la version 1.4.6 d'Istio, donc qui montre que le composant pilote, par exemple, qui doit configurer les différents sidecars, il a besoin d'environ 1 vCPU et 1,5 giga de mémoire pour gérer 2000 sidecars. Donc, un ensemble de voilà, 2000 microservices environ, 2000 sidecars. Donc, le composant Envoy, donc le sidecar, pour gérer environ 1000 requêtes par seconde qui vont transiter, il a besoin d'un demi vCPU et de 50 mégas de mémoire. Et comme c'est le sidecar, donc c'est par lui que vont passer toutes les requêtes qui arrivent au niveau de notre microservice. Donc, il y a une latence qui est ajoutée donc, pour le temps de traitement du sidecar. Et donc, pour cette version d'Istio, cette latence, elle est autour de 6 à 7 millisecondes. Donc, dans notre cluster Kubernetes, dans notre orchestrateur, donc, il est important de mettre en place une politique de gestion de ressources. Pourquoi? Parce que donc, nos composants, ils ont besoin de suffisamment de ressources pour être assez performants, donc pour pouvoir gérer nos microservices, etc. Et donc, Kubernetes, comme Istio s'intègre bien avec Kubernetes, il permet d'utiliser les ressources qui sont mises à disposition par Kubernetes pour gérer donc, cette attribution de ressources-là. Donc, il faut mettre en place tout ce qui est ressources quota, donc une gestion de quota pour les différents composants, par namespace, etc., pour s'assurer que les composants, ils ont suffisamment de ressources et qu'ils n'impactent pas les différentes applications, parce qu'on sait bien que donc, les compteurs, ils vont tourner sur des hosts. Si une application ou un conteneur, il n'a pas, on va dire, des quotas, donc il va peut-être consommer toutes les ressources qui sont disponibles sur le host et il va impacter les autres applications. Donc, pour protéger nos applications et notre infrastructure, il est aussi important donc de mettre en place une politique de gestion de ressources.
En termes de scaling, c'est du coup tout ce qui concerne le scaling des composants de notre control plane, donc les composants qui vont gérer notre mesh. Et pareil, dans notre cluster Kubernetes, on a les ressources nécessaires pour gérer toute cette partie auto-scaling. Donc, Istio, il permet donc de s'appuyer sur les ressources disponibles dans Kubernetes pour mettre en place les politiques d'auto-scaling. Donc, par exemple, pour le composant pilote, il est possible de mettre en place un horizontal pod autoscaler. Donc, il va faire du scaling horizontal sur le composant et via les services qui servent de load balancer, on aura, donc on pourra joindre les différentes instances qui seront créées par l'autoscaler. En termes de sécurité, donc, il y a la sécurité de nos microservices, la sécurité de l'infra. Donc, pour la sécurité des microservices, donc Istio permet de mettre en place tout ce qui est gestion d'authentification, donc à travers l'authentification mutuelle entre les différents microservices. Donc, un chiffrement des communications donc, via TLS et une gestion des autorisations avec des policies. Donc, les autorisations, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quel service a le droit de communiquer avec quel service. Et dans notre cluster Kubernetes aussi, on a tout ce qui vient avec Kubernetes en termes de Pod Security Policy et Airbag. Et il faut donc s'assurer qu'en intégrant Istio dans notre Kubernetes, qu'on a les bons airbags qui sont donnés à Istio pour qu'ils puissent fonctionner correctement. Donc, par exemple, pour qu'ils puissent déployer ses sidecars, configurer les sidecars, etc. Et puis, on a donc le monitoring. Et en termes de monitoring, c'est tout ce qui est gestion de logs et de métriques. Pour cette partie, donc pareil, Istio donc, permet de gérer une partie, on va dire, de du monitoring à travers son composant Envoy qui est en frontal des microservices et lui, il va donc, gérer tout ce qui est collecte de logs et de métriques pour les envoyer aux différentes stacks qui sont chargés qui sont habilités à gérer ces données-là. Donc, il est important de noter que c'est pas Istio qui va gérer donc les logs et les métriques. Il remplace pas les stacks habituels qui savent déjà bien le faire. Donc, par exemple, pour la partie log, donc c'est la stack habituelle qu'on connaît, Elasticsearch, QND, Kibana. Et pour les métriques, on a Prometheus et Grafana. Donc, Istio permet de s'intégrer avec ces différentes stacks. Et bien évidemment, si on est en production, il faut que ces stacks soient aussi, voilà, qu'elles respectent les règles de production et puis qu'Istio puisse s'intégrer facilement avec ces stacks-là. Donc, c'est tout pour la partie monitoring. Là, je vais donc passer la parole à mon collègue Ali qui va nous parler de la partie tracing. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Ali Hassan AIG. Donc, comme tu sais, je suis ingénieur Cloud DevOps chez Biofinity. Et donc, je vais vous parler dans cette partie du dernier point pour clôturer la liste des éléments importants pour le déploiement d'issues en production. En guise d'introduction pour cette partie, j'aimerais tout d'abord vous rappeler l'importance du tracing distribué dans un système de microservices. Donc, actuellement, beaucoup de grandes sociétés Facebook, telles que Facebook, Twitter, Netflix et autres, utilisent des infrastructures à microservices. Et donc, euh, quand par exemple vous cliquez sur un profil Facebook d'un de vos amis, plusieurs centaines ou des milliers de microservices participent à afficher le résultat, chacun en exécutant une requête particulière. Donc, si on prend l'exemple de l'application Uber, ce que vous voyez actuellement, c'est une partie du graphe de dépendance de service de l'application Uber. Et je pense que vous avez bien évidemment remarqué sur ce graphe un exemple de ce qui se passe à un instant T quand un utilisateur effectue une action sur l'application Uber. Et du coup, il faut multiplier cette action par des milliers, voire des millions pour voir la réalité du fonctionnement de l'application Uber par jour. Donc, imaginons qu'à un certain moment, nous ayons une défaillance sur l'application. Comment donc pourrions-nous savoir quel service est responsable de cette défaillance et quel sera le service à blâmer? Donc, ou alors,
on pourra remarquer une latence lors de l'exécution d'une certaine action sur l'application. Du coup, comment savoir à quel niveau se situe cette latence? Pour y remédier, nous connaissons tous l'importance des métriques qui vont surveiller un système d'instance et nous avertir en cas d'une défaillance. Mais ils ne pourront pas nous expliquer pourquoi. Le login, quant à lui, il va nous donner plus de détails sur la raison de la défaillance à travers des logs. Mais comment faire dans un système composé de milliers de microservices et où la corrélation entre ces logs est quasiment impossible? Et c'est là où le tracing distribué vient à la rescousse pour répondre au besoin crucial qui est le diagnostic de la défaillance dans un large système de microservices. En effet, nous savons tous que dans une architecture de microservices, plus on a de dépendance entre nos microservices, plus il devient rude de diagnostiquer les différents incidents qui peuvent se produire. On remarque sur cette présentation qu'il n'est pas du tout évident de se retrouver avec ce nombre important d'appels entre les microservices. De plus, même avec des logs très bien détaillés, le diagnostic des incidents reste très compliqué. Par contre, grâce à un système de tracing distribué, l'administrateur peut visualiser les appels entre les différents microservices, déterminer la durée de chacun de ces appels et bien d'autres actions qui pourront l'aider à diagnostiquer son incident. Il permet aussi de donner une meilleure visibilité sur la topologie à travers un diagramme de dépendance et de microservices, excusez-moi, à travers un diagramme de dépendance de ces microservices, comme celui qu'on avait vu au tout premier slide. Il existe plusieurs solutions de tracing distribué qui sont tous open source, en tout cas pour la majorité, et ils aident à monitorer, à diagnostiquer les incidents dans un système de microservices. Ils permettent aussi le stockage, l'agrégation et l'affichage des traces. Et donc, tout cela dans le but de surveiller les transactions entre les microservices, de déterminer les dépendances entre les microservices, d'analyser les performances et d'optimiser les latences, et enfin d'analyser la route cause de ces incidents. Parmi les solutions de tracing distribué qui existent actuellement, on cite Dapper, qui est le système de tracing distribué développé par Google. On a aussi Zipkin ou encore Jagger, qui est une solution développée par Uber. Et on a aussi AppDash, qui est une application de tracing basée sur Google Dapper et sur Zipkin. Nous avons choisi d'utiliser la solution Jagger, qui est un système de tracing distribué inspiré de Dapper et de Zipkin, qui est développé avec du Golang par Uber Technologies et qui est actuellement un projet de la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation. Nous allons donc par la suite voir les stratégies de déploiement proposées par Jagger et découvrir son architecture. Le déploiement de Jagger est lié à une de ces trois stratégies de déploiement qui existent. Donc, on a la stratégie All-in-One, qui est la stratégie de déploiement par défaut de Jagger. Donc, elle utilise une image All-in-One qui inclut tous les composants de Jagger dans un seul et unique pod. Elle utilise la mémoire de ce même pod pour le stockage. Donc, cette stratégie est plutôt utilisée pour faire de la démo ou pour travailler dans un environnement de développement. Elle n'est pas du tout adéquate pour un environnement de production. Pour un environnement de production, il est plutôt conseillé d'utiliser la stratégie de production comme son nom l'indique, où la rétention des traces, l'évolution et la disponibilité des composants de cette architecture sont des points très importants. Et à la différence de la stratégie précédente, chaque élément du backend est déployé dans un pod à part. Cette stratégie a inclus un composant de stockage supplémentaire de type Cassandra ou Elasticsearch qui permet de garantir une durabilité et une élasticité au niveau du stockage. Finalement, on a la stratégie de streaming. Cette stratégie n'est pas très différente en termes d'architecture de la précédente, mais elle est plus intéressante en termes d'efficacité et de performance sur un environnement de production. Elle intègre un composant plus qui gère le streaming entre le collecteur et le composant de stockage. Nous allons voir de plus près les éléments de l'architecture de Jagger pour chaque stratégie de déploiement présentée dans ce slide. Commençons par la stratégie All-in-One. Donc, cette stratégie elle est représentée dans ce schéma. Nous voyons sur cette architecture
les composants de Jagger qui sont l'agent, qui est déployé sous la forme d'un Daemon 7 ou d'un sidecar. Il est déployé dans le même conteneur qui tourne. Il est déployé dans le conteneur qui tourne dans le même pod de l'application. Donc cet agent reçoit les spans depuis client Jagger, va les regrouper et va les envoyer par la suite au collecteur. Le deuxième composant, qui est le collecteur, quant à lui, il va recevoir ces traces, il va les intégrer dans un pipeline de validation, d'indexation et autres, avant de les stocker sur le plugin de stockage. Et finalement, on a l'agent query, le query Jagger, qui est le service qui récupère les traces depuis le plugin de stockage et va les transmettre par la suite à l'UI pour pour que ces traces puissent être visualisées. En ce qui concerne la stratégie de streaming, elle est déployée dans un environnement de production qui compte des milliers de microservices, voire plus, beaucoup plus. Elle nécessite donc une architecture beaucoup plus performante et beaucoup plus robuste pour faire face à l'énorme quantité de traces qui vont affluer depuis ces milliers ou plus de microservices. D'où le besoin d'intégrer dans cette stratégie de nouveaux composants. On cite le Jagger Collector qui va envoyer les traces à Kafka. Ce dernier permettra de diminuer la pression de la charge envoyée depuis le collector directement vers le composant de stockage. On a aussi un ingesteur qui va récupérer les topics de Kafka avant de les stocker sur le composant de stockage. Bien évidemment, nous avons notre composant de stockage qui sera de type Cassandra ou Elasticsearch. Et vu le nombre énorme de traces qui vont être générées par ces milliers de microservices, seules quelques-unes seront échantillonnées. Du coup, Jagger, par défaut, a défini le nombre d'échantillonnages des traces à 1%. C'est l'équivalent d'une seule trace sur 100 requêtes. Si toutefois cela ne vous convient pas, donc vous pouvez à tout moment changer le taux d'échantillonnage des traces à travers un simple paramètre. Et ainsi, vous pouvez, par exemple, au moment du déploiement de Jagger, spécifier le taux d'échantillonnage de vos traces. Du coup, on aura fait le tour du tracing distribué dans cette partie et de la solution Jagger et de ses stratégies de déploiement. Et par cela, nous aurons aussi fait le tour de l'ensemble des points importants à considérer lorsqu'on veut mettre en place ici en production, et qui sont la performance, le scaling, la sécurité et finalement le monitoring et le scaling et le tracing. Pardon. Ensemble, on a vu qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération pour le déploiement d'ici en production, mais il est aussi important de mentionner les exigences en termes de production. Et il faut prendre en compte ces exigences. Il faut se dire qu'ils varient d'une entreprise à une autre. Et du coup, les points traités dans cette présentation ne sont pas totalement exhaustifs, comme on l'avait précisé si c'est juste avant. Mais ils constituent quand même une très bonne base d'éléments importants pour un environnement de production Kubernetes. En perspective, nous pouvons, dans une autre présentation, montrer comment configurer proprement tous ces points pour répondre aux exigences d'un environnement de production et comment mettre en place ici en prenant en compte tous ces points. J'arrive au point de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, nous serions ravis d'y répondre.